Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait d'Ébène. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial, une parenthèse qui sort du format habituel du podcast. L'objectif de ces épisodes est d'explorer en profondeur certaines thématiques qui nous aident à mieux comprendre notre histoire et notre présent. Et pour cela, j'ai le grand honneur d'accueillir Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences, chercheuse et autrice dont les travaux font référence sur les questions liées aux diasporas africaines, au racisme systémique et à la charge raciale. Durant cet échange, nous parlerons de la diaspora noire et ses différentes dimensions, du panafricanisme, des mécanismes du racisme structurel et aussi du rôle de la culture comme espace de résistance et de contre-pouvoir. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus à vouloir célébrer et découvrir les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. Alors si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Cela permet de soutenir la chaîne et de permettre à ces conversations de toucher encore plus d'auditeurs. Je suis vraiment honoré de vous recevoir aujourd'hui dans Portrait d'Ébène. Comme je vous ai dit un petit peu avant, vos travaux vraiment sont essentiels pour comprendre ce que signifie être afrodescendant en France et dans le monde. Si vous le souhaitez, durant cet échange, on va aborder quelques thèmes de votre livre, le triangle et l'hexagone, et ensuite plus largement sur vos recherches sur la diaspora. D'accord, très bien. Donc, pour commencer, dans votre livre, Triangle hexagone, vous distinguez la diaspora noire et la diaspora africaine. Oui. Et à la première, la diaspora noire qui insiste sur le corps noir comme construction sociale et politique, et la seconde sur le lien au continent. Oui. Et du coup, qu'est-ce que cette distinction change dans la manière dont on se pense aujourd'hui en tant qu'afro-descendant ? Je pense que c'est une question qui est assez compliquée, en fait, D'accord. Parce que, comme vous venez de le mentionner, la place de l'Afrique en tant que lieu d'origine, en tant que lieu peut-être de retour espéré, en tant que lieu fantasmé, va quand même impacter la façon dont on se définit et dont on se comprend en tant que population, en tant que communauté, en tant qu'individu dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de diaspora quand on parle de ce moment de dispersion des populations d'origine africaine diverses dans le contexte de l'ère moderne de l'histoire. Et donc, on parle d'un moment où les personnes qui ont été déportées vers les Amériques, moi, je m'intéresse à cette diaspora du monde atlantique, dans le contexte de la traite transatlantique, les personnes qui sont parties du continent ne se définissaient pas ni comme africaines, ni comme noires. On est dans un moment de l'histoire où les personnes étaient attachées à des territoires et à des entités politiques diverses, c'est-à-dire des royaumes, des empires, des groupes ethniques, des tribus, enfin toutes les formes d'organisation politique auxquelles vous pouvez penser. Et au moment de cette première déportation, les personnes donc ne se voyaient pas, ne se définissaient pas ni comme noires ni comme africaines. Et donc se pose la question de notre compréhension même de ce continent africain. Qu'est-ce que c'est l'Afrique au final ? Est-ce que l'Afrique c'est juste cette, masse de terre qui va constituer un continent qu'on a appelé l'Afrique depuis je sais plus combien de siècles, alors qu'avant on a pu l'appeler l'Éthiopie par exemple. L'Éthiopie, ça a été un terme utilisé notamment dans l'Antiquité pour désigner l'ensemble du continent africain. Si on se réfère à la Bible, l'Éthiopie aussi peut être une sorte de métonymie qui servait à désigner l'ensemble de ce continent. Donc, on a cette première question, qu'est-ce que c'est que l'Afrique ? Et à partir de cette dispersion donc qui a donné lieu à la diaspora, comment les personnes, les individus, les communautés vont se positionner face à ce continent global ? Est-ce qu'on parle de l'Afrique entièrement ou est-ce qu'on va parler, de ce qui va correspondre au Ghana aujourd'hui, ce qui va correspondre à la Gambie, ce qui va correspondre au Congo, il y a tous les Congos, ou est-ce qu'on fait référence à l'Empire du Congo, qui n'a pas les mêmes frontières que ce qu'on désigne comme Congo, quel que soit le territoire aujourd'hui. Donc, à travers l'histoire, pour certaines populations, pour certaines communautés disséminées à travers les Amériques, il y a eu ce lien avec le continent en général, qui a été important, alors que pour d'autres, ce qui demeure important aujourd'hui encore, c'est le sens qui a été donné au corps noir, à ce qui a été perçu, ce qui a été fabriqué, inventé, ce qui reste visible à un certain degré, parce qu'il y a des gradations dans la couleur de peau, à cette désignation de personnes noires. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est soudés? Est-ce qu'on peut faire des alliances? Est-ce qu'on peut construire et forger des alliances parce qu'on partage ce même corps noir qui va donner lieu à des expériences de vie particulières?
ou est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous avons l'idée d'une identité globale et transnationale qui nous renvoie à ce continent africain? Très bien. Je vous remercie pour la réponse. Effectivement, moi, à titre personnel, j'avais jamais pensé que les populations déportées ne se percevaient pas comme telles. Mais en fait, par rapport à votre explication, effectivement, c'est logique. Et vous avez fini par parler de l'identité noire. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mouvements qui, surtout au sein de la diaspora, qui essayent de rallier un petit peu tous les membres de la diaspora sous la bannière, un peu entre guillemets, du peuple noir. Oui. Mais par rapport à ce que vous me dites, ce sont des peuples qui ont chacun leur culture, leur langue et leurs valeurs. Et est-ce que ce serait pas utopique, un petit peu, de croire qu'on peut réunir tous les Noirs sous la même bannière? Ah bah alors ça, est-ce que c'est une utopie? C'est un débat actuel et c'est un débat qui a une histoire. Là, quand vous parlez de ces personnes qui essaient de réunir le plus largement possible les membres de cette diaspora, on peut repartir à l'idée même de la pensée panafricaine, panafricaniste, même j'ai envie de dire. C'est-à-dire que cette idée, enfin cette espérance de pouvoir dépasser l'aspect culturel, l'aspect national, c'est-à-dire que faire fi ou aller au-delà des nationalités particulières pour faire comprendre que toutes les personnes d'ascendance africaine ont quelque chose en commun. Et pour les premières valeurs de ce mouvement panafricaniste, justement, les valeurs en commun renvoyaient à ce continent africain. Seulement, les personnes n'ont pas quitté le continent africain au même moment, dans les mêmes conditions, et se posent évidemment les questions culturelles, les questions linguistiques, les questions religieuses ou spirituelles, les questions de classe sociale même. Donc comment on fait? Est-ce que c'est une utopie? Je ne sais pas, on saura qu'à la fin du monde et à la fin de l'histoire. Mais effectivement, il y a à chaque époque des personnes, des mouvements qui cherchent à essayer de trouver une sorte de dénominateur commun qui pourrait faire en sorte que les personnes d'ascendance africaine puissent se retrouver. Mais on voit bien que cela a toujours posé problème à tous les moments de l'histoire parce qu'il y a tellement de différences à surmonter. Quand je parlais de la dispersion originelle, c'est-à-dire quand les gens ont été dans les premiers temps déportés depuis le continent africain, les gens sont arrivés dans les Amériques en tant que Yoruba, en tant que Igbo, en tant que Bambara, en tant que Wolof. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ils sont pas partis, on est partis en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Et quand ils se sont retrouvés dans leur nouvel environnement, évidemment, il y a eu de la fusion, évidemment, il y a eu de la rencontre, mais il y a également eu des tentatives de garder sa culture propre, de garder sa langue propre, de garder même sa religion propre. Donc, on a certains degrés de ce qu'on appelle de syncrétisme, c'est-à-dire des rencontres et des fusions culturelles qui se sont produites, mais il y a également eu des tentatives de garder sa propre histoire, de garder sa propre culture. Donc, aujourd'hui, est-ce que il serait utopique de penser qu'on peut allier toutes ces populations? Je sais pas si c'est une utopie parce que j'ai pas la réponse finale. En tout cas, on voit que c'est une initiative qui se renouvelle régulièrement et que les gens, on va dire, n'ont pas encore lâché l'affaire sur cette idée. Ah Ils oui, essayent. et c'est sûr. Et après, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais il est vrai que quelquefois, bah, par rapport à ce que vous dites, on oublie que chacun a son identité propre et doit s'inscrire aussi dans un combat qui nous dépasse certes, mais on est toujours renvoyé à ce qu'on est, à notre identité. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais qu'on aborde le racisme systémique dont on parle ces derniers temps, on en entend beaucoup parler. Pourriez-vous déjà, dans un premier temps, définir ce qu'est le racisme systémique pour que les auditeurs puissent comprendre? Alors, le racisme systémique, c'est peut-être qu'on peut commencer juste par de l'étymologie. Ça veut dire que c'est un racisme qui se déploie à l'intérieur d'un système ou d'une structure. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question du racisme. C'est-à-dire, dans un premier temps, en faire une question, je sais pas moi, une question morale ou une question de goût. Les gens sont méchants. Les gens n'aiment pas tel ou tel groupe et donc vont, je sais pas moi, produire des discriminations qui vont impacter tel ou tel groupe. Le racisme dépend d'un système, à mes yeux, politique, qui repose sur un système de hiérarchie avec des groupes ou des communautés qui se trouvent donc à la tête ou au sommet de ces hiérarchies, et évidemment d'autres groupes qui se trouvent au milieu de cette hiérarchie, puis les autres qui sont tout en bas. Et donc, parler de racisme systémique, c'est parler de la fabrication, déjà, de groupes et de tous les groupes. C'est-à-dire que dans le racisme, il y a les personnes ou les communautés qui ont le pouvoir de perpétrer, de produire ce racisme, d'une part, et les personnes, les communautés
les individus qui subissent ce racisme. Il faut qu'il y ait deux camps, sinon il n'y a pas de racisme. Et on parle de racisme systémique quand l'ordre socio, politico, économico, racial qui a été produit va organiser la société. C'est-à-dire qu'il va avoir des personnes qui vont bénéficier de cette structure raciste et il y a des personnes qui vont être impactées évidemment négativement par cette structure raciste. Donc en analysant les choses de cette façon, on va au-delà de la question morale. Les gens sont méchants, les gens sont gentils. Non, c'est quels sont les bénéfices à fonctionner de manière raciste pour une société et quels sont les bénéfices sociaux, enfin la question du statut, les bénéfices économiques et les bénéfices politiques, les bénéfices culturels. Quel est l'intérêt à se retrouver au sommet de cette échelle et quels sont les non-intérêts à se retrouver en bas de cette échelle. Et donc, quand on parle de ce racisme structurel ou de ce racisme systémique, il faut aussi l'associer, à mes yeux, à la question du capitalisme aussi. On parle de sociétés capitalistes qui ont besoin d'une masse à exploiter pour pouvoir produire la richesse qui va bénéficier aux classes les plus privilégiées. Voilà, donc on invente des groupes, on invente des catégories raciales, on parle de processus de racialisation. Si je reviens à cette époque de l'ère moderne et de l'invention des groupes raciaux noirs et blancs, on parle d'un moment où vraiment on a assisté historiquement à la mise en place de catégories qui n'étaient pas opérantes, qui n'existaient pas auparavant. Les gens ne se sont pas toujours définis et abordés sur la base de la couleur de leur peau. Des noirs et des blancs, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Et je dis noir et blanc pour rester schématique et tous les groupes qu'on peut trouver entre ces deux extrêmes. Mais se dire que sur un corps va se voir refléter la structure socio-économico-politique d'une société donnée, ça a été inventé à un moment donné. C'est-à-dire que si vous allez dans l'Antiquité, par exemple, de ce côté en Occident, on va souvent parler de la Rome antique ou la Grèce antique, il y avait des Noirs, il y avait des Africains à cette époque. L'esclavage aussi existait. Mais c'est pas parce qu'on était noir qu'on était esclave. Et c'est pas parce qu'on était blanc qu'on était maître ou potentiellement propriétaire d'esclaves. On pouvait être blanc et esclave, on pouvait être noir et esclave, mais on pouvait être blanc et libre et noir et libre. Ce qui s'est passé à l'ère moderne, sur laquelle j'insiste tellement, c'est que à ce moment précis, tous les noirs n'ont pas été esclaves, ça il faut le garder en tête, mais en tout cas pour être esclave, il fallait être noir. Et dans le même temps, tous les blancs n'ont pas été propriétaires d'esclaves, mais en tout cas, tous les blancs étaient potentiellement des propriétaires et les blancs n'étaient pas des esclaves. C'est ça l'ordre qui a été inventé, c'est ça le système ou c'est ça la structure qui a été mise en place à cette époque. Très bien, je vous remercie pour vos éclaircissements. D'ailleurs, en France, par exemple, on refuse les statistiques ethniques, alors que au Royaume-Uni ou au Canada, elles sont utilisées pour justement objectiver les inégalités. Pourquoi en France, des notions comme race, racialisation ou même intersectionnalité suscitent-elles autant de résistance ? Je crois qu'il y a une sorte de tabou sur la question raciale parce que même quand on utilise la formule statistique ethnique, les statistiques ethniques, c'est pas des statistiques raciales. Enfin, l'ethnie et la race ne renvoient pas à la même chose. Quand on parle des statistiques ethniques, par exemple, on dit souvent qu'en France c'est interdit, alors que c'est pas interdit en Polynésie française, par exemple. Ah je le découvre. Voilà, oui, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qui se passe dans l'Hexagone et ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. Et si on veut comprendre les véritables fonctionnements de cette République française, il faut s'intéresser à l'histoire et même au présent extra-hexagonale, en vérité, puisque c'est cette histoire-là, en dehors de l'Hexagone, qui nous renvoie à l'histoire coloniale dont l'histoire de l'esclavage fait partie. Donc, en Polynésie française, il y a plusieurs ethnies différentes qui sont prises en compte et qui sont comptabilisées par la République. Mais c'est complètement interdit sur le territoire hexagonal. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais poser. Et après, ce tabou qui est posé sur la question raciale, à mon avis, plus qu'ethnique, parce qu'on n'est pas en train de compter je sais pas moi, les Auvergnats, les Corses, les Bourguignons, les Bretons, c'est pas de ça dont on parle. Enfin, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Au moment clé qu'a constitué, à mes yeux, et pas qu'au bien d'ailleurs, la Troisième République, qui a vraiment œuvré pour cette unité de la nation française et donc une unité territoriale, une unité linguistique, une unité culturelle. Là, on a effacé toutes ces ethnicités dont on avait largement conscience en France à cette époque.
Une fois que cette unité nationale a soi-disant été réalisée, s'est posée la question des territoires coloniaux. Et dans ces territoires coloniaux, on avait grandement conscience des spécificités, qu'elles soient ethniques ou raciales, les plus raciales qui existent. Si on parle, donc pour remonter longtemps en arrière, du code noir qui gérait la population servile française, on savait très bien qu'on parlait de noirs. Si à la fin du XVIIIe siècle, donc le code noir c'est 1685, si on parle de la police des Noirs, qui a été fondée en France hexagonale à partir de 1777, on sait très bien que cette police avait pour vocation la gestion des individus noirs dans l'hexagone. Si on parle du code de l'indigénat à l'ère coloniale, on sait très bien qu'il y avait un système juridique qui ne s'appliquait qu'aux sujets coloniaux. Donc on avait bien conscience des différences raciales et des différences de statut au sein de cette France. Ce qui s'est passé, c'est vraiment la question de la Deuxième Guerre mondiale, la question de la Shoah, une époque encore où on avait conscience des identités, qu'elles soient raciales, ethniques ou religieuses, parce que l'identité juive va jouer sur tous ces tableaux. Donc quand on a décidé de déporter et d'exterminer des juifs, on savait très bien qu'on exterminait des juifs et pas des protestants, pas des catholiques ou pas des, je sais pas, même pas des musulmans à l'époque. Quand on a décidé de déporter des Roms, on savait très bien aussi qu'il y avait une population qu'on a désignée ou qui s'est constituée elle-même comme Roms. Vous voyez? Donc, Oui. avec cette question des génocides de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte d'idéologie qui est apparue et qui a voulu prôner l'idée que les races, les catégorisations raciales étaient dangereuses parce qu'elles pouvaient permettre, dans les moments de grand drame, de justement repérer, cibler des populations données et de leur faire le mal qui leur a été fait, ou de les exterminer si on souhaitait le faire. Donc à partir de là, l'idée a été de se dire que les races n'existaient pas, qu'on était aveugle à la race, nous la nation française, et qu'on allait régler les choses comme ça. C'est très joli. Là, je parlerai d'utopie. Ouais. Là, je parlerai d'utopie. C'est pas parce qu'on l'a déclaré qu'on l'a fait. C'est-à-dire que cette déclaration ne peut en aucun cas être performative et être opérante dans cette performativité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer d'un coup d'un seul l'œil qui a été habitué pendant tant de siècles à aborder les corps humains d'une certaine façon. Et donc les catégories qu'on a voulu effacer d'un coup, elles continuent à exister au sein de notre société. Et donc je vois pas personnellement à quoi ça sert de se dire qu'on voit pas les couleurs ou qu'on voit pas la couleur des corps quand ces corps sont traités comme tels, c'est-à-dire par rapport à la catégorie à laquelle ils sont censés appartenir, encore politiquement, encore socialement, encore au niveau de la santé, au niveau de l'éducation dans cette France d'aujourd'hui. Mais il y a eu cette idée un peu je sais pas, à la fois belle et naïve de se dire il suffit de dire que les races n'existent pas pour qu'elles n'existent pas. Scientifiquement, évidemment, nous sommes tous des êtres humains, mais je pense que si cette reconnaissance commune de l'humanité partagée des individus qui peuplent cette planète avait été reconnue, dans le monde, ça se saurait. Mais non, tout porte à croire que tout indique même, sans compter, même sans avoir à faire de statistiques, on voit bien le fonctionnement du monde. On le voit bien aujourd'hui encore, le fonctionnement du monde et le fonctionnement de la société française. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ça m'ouvre un petit peu le champ par rapport à ma prochaine question sur la charge raciale. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que recouvre ce concept? Mmh. Et aussi, vous dites que la charge raciale, c'est un travail invisible et épuisant. Mmh. Est-ce que vous pouvez illustrer en quoi? Alors, je vais commencer par dire que au départ, quand vraiment j'ai trouvé la formule charge raciale, qui pour moi n'était que l'association d'un nom commun avec un adjectif, j'ai pas pensé cette formule en tant que concept. Pour moi, la charge raciale ne nécessite aucune réflexion profonde. Pour moi, ça semblait tellement clair et ça semblait tellement sous le sens. J'ai l'impression que depuis, en plus, on m'a souvent demandé de définir, mais moi, j'ai envie de vous dire que la charge raciale, vous savez exactement ce que c'est. Vous le savez. Très clairement, oui. Très clairement, oui. Très clairement, voilà. Pour aller dans votre sens, c'est, par exemple, je sais pas, un ami à moi qui va me dire ah bah tiens, je suis parti en vacances dans le Limousin. S'il est noir, je vais lui dire ah, t'as pas rencontré des racistes? On t'a pas embêté? Est-ce que les noirs peuvent y aller? Exactement. Ou quand on va accéder à certains endroits, avoir la peur de ne pas pouvoir rentrer. Exactement. En fait, effectivement, en discutant avec vous et en déroulant, je me rends compte que la réponse était en moi par rapport à mon quotidien et à ce que je vivais. Mais des petits exemples comme ça, effectivement, je pense que chaque personne racisée peut en sortir à l'appel, oui.
Exactement. Et en fait, l'idée de la charge raciale, c'est une sorte de charge mentale. Quelque chose qui, dans votre esprit, va vous demander toujours de faire attention, de prévoir, d'essayer de vous transformer, d'essayer de surmonter un obstacle. Enfin, il y a deux moments d'ailleurs, tout ce que je viens d'énoncer, donc prévoir, faire attention, s'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, se coiffer d'une certaine façon, se dire que attention, peut-être que je vais dans le Limousin, mais est-ce que dans le Limousin ça va avec les Noirs, ils sont ok ou c'est plutôt tendu, ou là je vais aller à cette soirée ou à cet événement, est-ce que je vais pouvoir rentrer, est-ce que je vais pas pouvoir rentrer, enfin voilà. Mais ensuite il y a peut-être que le deuxième moment, c'est aussi celui de la prise en charge. Encore une fois, c'est la question du poids, hein, la prise en charge d'une responsabilité. Imaginons que vous vous trouviez dans un milieu professionnel. Dans un milieu professionnel où il y a quelqu'un qui va faire une remarque ou avoir un geste raciste à votre égard. Là va se poser la question, est-ce que je relève? Est-ce que je me défends? Est-ce que je dénonce? Ou est-ce que j'essaye de sauvegarder ma place ou ma position chèrement acquise au sein de cet espace professionnel? Est-ce que j'ai envie qu'on dise, oh là là, Moussa est relou, Moussa il est un peu soupe au lait, on peut jamais rien lui dire, de toute façon il se vexe pour tout, de toute façon on blague, et qu'est-ce que tout cela va avoir comme incidence pour une promotion à venir ou pour la cohésion du groupe? Et là, ça veut dire que c'est la responsabilité dans une situation raciste, enfin dans une situation où il y a eu un fait raciste qui a été produit, il vous revient à vous de calmer le jeu et de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise, que votre collègue ne vous dise pas non mais attendez, mais attends, je rigolais, comment tu peux penser ça de moi, essuyer des larmes, rassurer les gens. Donc cette charge-là de la responsabilité, elle vous revient au lieu de prendre acte de ce qui a été dit, ce qui a été fait et de le traiter en tant que tel. Donc là, c'est comme une sorte de double victimisation de la personne qui a à subir cette expression raciste à laquelle elle a été témoin et qui portait sur elle. Donc c'est ça la charge raciale, c'est se prendre la tête tout simplement à des moments où vous auriez pu continuer votre journée tout simplement avec ce que vous aviez prévu de faire. C'est comme si vous étiez kidnappé et comme s'il vous revenait toujours, voilà, de gérer, de prévenir la situation. Je pense que c'était clair et limpide, et puis je pense que chaque personne racisée l'a vécu à peut-être à des degrés différents, mais l'ont en tout cas vécu. Exactement. Et moi, j'aime bien ce que vous avez dit. Quand vous avez dit, je m'aperçois que j'avais la réponse en moi. Parce que quand on utilise des mots assez forts comme un concept, où moi je suis censée être une intellectuelle, et bien sûr que c'est mon métier de réfléchir à certaines choses, mais tout le monde est capable de réfléchir. Et moi, j'aime pas tellement l'idée de, on va dire, de devenir propriétaire ou maîtresse de ce qui deviendrait un concept, alors que vous avez la réponse en vous. Vous voyez ce Ouais, que je veux tout à dire? fait. C'est Ouais, pas ouais, seulement tout on à a fait. besoin d'être maîtresse de conférence et elle a pensé à la question de la charge raciale. Non, Mm. la charge raciale, vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas le titre ou il n'y a pas le diplôme que ça n'a pas de valeur. On est capable de penser à sa propre expérience et de réfléchir soi-même à sa propre expérience. J'ai pas l'impression d'apprendre aux personnes qui sont racisées. J'ai pas tellement l'impression de leur apprendre quoi que ce soit. Mais peut-être, ce que je peux accepter par contre, c'est que on se dise, ah oui, ça a posé des mots sur quelque chose que j'avais déjà en tête, mais que je n'arrivais pas à nommer. Ça, oui, à la rigueur. Mais en tout cas, l'expérience, vous l'aviez déjà. Oui, tout à fait. Et c'est comme j'ai dit, c'est en fait en déroulant un peu le fil, en discutant un petit peu, déjà en posant ce que vous définissez comme la charge raciale, ça me dit, ça m'a ramené à moi, et me dit, ah oui, effectivement, et voilà. Et d'ailleurs, je vous en remercie, hein, parce que je pense que pour beaucoup, c'était un terme un peu, entre guillemets, comme vous l'avez dit, un peu, on était plus dans l'idée du concept, mais en fait, c'est juste quelque chose qu'on vit au quotidien. Et pour moi, l'ironie, ça a été aussi justement dans les rencontres avec les médias, quand on me demandait d'élaborer davantage sur la charge raciale. Et donc, pour moi, c'est en gros ajouter de la charge raciale à la charge raciale. Vous me demandez de démontrer ou de vous faire comprendre comment fonctionne le racisme ou ce qu'est le racisme que je subis déjà. Alors que nous sommes, à l'époque, on était en 2020, alors que des personnes en 1920, en 1820, en 1720, 1620, en 1520 vous ont déjà expliqué ce que c'était. On vous a expliqué ce que c'était et ce n'est jamais compréhensible. Donc, nous forcer à faire ces démonstrations, ça aussi, c'est une charge. Peut-être que si j'avais pas parlé de ça, peut-être que je ferais autre chose de ma vie, de plus plaisant. Oui, très clairement.
Et puis après, je pense que vous qui êtes exposé aux médias, vous avez en plus le fait de, à chaque fois, inlassablement répéter la même chose et revenir avec les mêmes choses. Et ouais, ça doit être épuisant. Oui, c'est Mm. épuisant. Et du coup, selon vous, quels seraient les leviers ou les clés que vous verrez pour justement, d'une part, pour faire reculer le racisme systémique et aussi, du coup, faire reculer la charge raciale? Peut-être, je sais pas, des mesures institutionnelles, une pratique citoyenne, une action portée peut-être par les racisés eux-mêmes? Ben, je pense que les racisés eux-mêmes, ils portent déjà des actions. Oui, Qu'il y a toujours eu, les gens se défendent, s'organisent. Moi, j'ai un côté pas du tout concret, donc je ne suis pas la meilleure personne pour des actions concrètes. Moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a peut-être sauvé, c'est le domaine du savoir, parce que pour moi, le savoir que telle personne a existé, que tel groupe a mené telle action, que tel artiste a produit sur cette ou cette thématique, que telle société, tel empire, telle, je sais pas, même mini-structure a existé. C'est ce qui permet de questionner, de développer un esprit critique quant aux récits qui nous sont donnés et qui sont censés légitimer le monde et la société dans lesquels on vit. C'est-à-dire que de pouvoir remettre en question le fonctionnement de notre société et de notre monde peut s'appuyer sur cet accès au savoir qui est limité, qui ne circule pas assez, évidemment. Il n'y a aucun intérêt à ce qui circule. Mais avoir des récits alternatifs, ça permet peut-être après de choisir ses armes de combat, de choisir son domaine d'intervention. oui, bien sûr. Si on compte sur, on va dire, l'État en lui-même ou le gouvernement en lui-même, le gouvernement ou l'État ne bouge que sous la pression des différents segments de la société qu'ils régissent. C'est pas les mesures, elles ne viennent pas de l'État. Enfin, elles viennent pas du haut vers le bas seulement. Il y a aussi ce que la société civile réclame, demande, se bat pour, qui, à un moment donné, est obligé d'être prise en compte par l'État. Ça va dans les deux sens. On n'est pas seulement dans un État qui est bienveillant, qui va penser à telle ou telle thématique. Non, ce sont les gens qui manifestent, qui font des grèves, voilà, qui s'investissent de manière différente et qui font qu'à partir d'un moment, l'État ne peut plus faire autrement que de prendre en compte ces réorganisations. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, en tout début de conversation, je vous disais que toutes les actions, enfin les actions de tout type comptent. Il n'y a pas qu'une seule façon d'agir. Ouais, ouais. Pour répondre à votre question, moi, ça a été l'accès à la connaissance. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, bah, regardez, par l'accès à la connaissance, moi, j'ai eu connaissance de vos travaux et aujourd'hui, on échange. Ça parlera, notre échange parlera peut-être à d'autres et qui comprendront et voilà. Et il y a des gens qui ne lisent pas de livres. Oui, Il y a des gens qui tout ne à lisent fait. pas. Et il y a des gens qui écoutent des podcasts. Et bah, tant mieux. Ah ouais, Parce bah, que c'est vrai qu'il, les biais soient multiples, comme ça, il y a Mm. des portes d'accès différentes. Il y a des gens qui ne lisent pas de livres. Et c'est leur droit. Ouais, bien sûr. Le plus important, c'est d'aller chercher, enfin, Le plus important, c'est de poser des questions. Il y a un moment qu'on ne peut pas subir comme ça, il faut se poser des questions. Et surtout, si on occupe les marges, si on est à la mauvaise place, si on n'est pas les bénéficiaires de ce système, je me dis qu'il y a un moment, il faut pouvoir se poser des questions. Sinon, ça veut dire qu'on subit ce système-là sans rien. Enfin, sans rien dire, sans ah ouais. rien faire. Et on n'a aucun intérêt. Si on n'est pas au bon endroit de l'échelle, je me dis, il vaut mieux se poser des questions. Ce qui m'intéresserait au final dans mon utopie, c'est qu'il n'y ait plus d'échelle et qu'il n'y ait plus de hiérarchie, mais on n'y est pas encore. En attendant, quand on est je sais pas moi, on va reprendre la formule de Fanon, si on fait partie des damnés de la Terre, on ferait mieux de se poser des questions. On ferait mieux de se poser des questions. Ah oui, c'est sûr. Mais après, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a toujours eu une prise de conscience. Et je trouve que là, on fait vraiment plus attention à ces questions et on est encore plus attentif et c'est tant mieux. Oui. Et on fait plus attention, on est plus attentif, notamment parce que des gens ont fait des choses avant, Tout à fait. qui ont été vraiment très minoritaires, très marginalisées, mais qui ont quand même eu lieu. Et si on y fait plus attention et si les choses avancent, c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait, même si ce travail, il était confidentiel. Nous, on n'est pas meilleurs que ceux d'avant, c'est qu'on se retrouve sur les épaules de ceux d'avant. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Tout à fait. Et puis, c'est aussi le but de mon podcast, Portrait d'ébène, c'est de présenter des figures noires qui ont marqué l'histoire, qui ont résisté, qui ont fait de grandes choses pour qu'on n'oublie pas tout ce qui a été fait avant. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui a été fait avant, vous dites que la résistance noire ne s'arrête pas non plus aux grandes figures historiques, mais qu'elle continue aujourd'hui. Vous l'avez un petit peu évoqué dans la musique, dans le cinéma, dans la mobilisation sociale.
Peut-on dire que la culture aussi peut être une forme de contre-pouvoir pour un petit peu contester tout ça et faire avancer la lutte? Bien sûr, enfin, absolument. La culture, ça compte et la culture, elle se trouve à tous les niveaux. Il n'y a pas de culture, encore une fois, qui se déploierait au sein d'une hiérarchie avec une haute culture et une culture du bas peuple. Non, dans la culture, c'est là que les populations le plus communément s'expriment, résistent avec dignité, c'est-à-dire en étant elles-mêmes pour elles-mêmes, sans chercher à plaire. Pas essayer d'adopter uniquement les codes de la culture dominante pour dire je serai aussi talentueux ou talentueuse que vous et moi je peux faire ce qui est considéré comme symbolisant la culture encore une fois dominante. Non, quand les gens se disent je sais pas moi, vous prenez le reggae, c'est vraiment né de la résistance des Rastas qui vont dire nous croyons en Haïlé Sélassié et malgré ce que peut penser la couronne britannique qui est la puissance coloniale de la Jamaïque à cette époque, nous pensons qu'un dieu vivant existe en Éthiopie. Son nom, c'est Haïlé Sélassié. Et à partir de ça, nous allons développer toute une spiritualité. Et cette spiritualité va aussi avoir des implications vestimentaires et capillaires. Nous pensons que nous ne devrions pas, je sais pas, nous défriser les cheveux ou nous coiffer les cheveux ou nous tailler la barbe. Et nous allons apparaître comme ça avec cette apparence de la crinière du lion et nous allons devenir les lions conquérants de la tribu de Judée. Ça, c'est de la résistance. Et tout cela va en plus infuser un style musical. Et on voit la puissance du reggae. Ça, c'est de la résistance pure. C'est le rejet de la société coloniale britannique à l'origine. C'est le rejet des codes de la société dominante aujourd'hui encore, même si les locks, les dreadlocks, par exemple, ont été largement démocratisés. Mais il y a cette question de développer nos propres codes et nos propres codes dans des contextes où on va vous dire que vous, les sauvages, vous, les Noirs, vous, les Africains, vous n'avez rien inventé, vous n'avez pas de civilisation, vous êtes des barbares. Et ben, il y a des gens qui vont dire, bah, justement, je vais faire de ma couleur noire ma religion. Noir, c'est tellement grand, c'est tellement beau que ça va devenir divin. Ça, c'est un exemple de résistance. Ah oui, tout à fait. Moi, en plus, pour aller dans votre sens, j'avais sorti là, il y a quelques semaines, un épisode sur Nelson Mandela, D'accord. où quand il était incarcéré, il y avait des artistes qui avaient fait un concert, il y avait Myriam Makeba, par exemple, Stevie Wonder, Peter Gabriel, qui chantaient pour sa liberté, donc qui va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que toute forme de culture ou d'art peut aussi servir des causes importantes. Bien sûr, parce qu'il y a, vous avez aussi l'exemple de Bob Marley qui avait chanté lors du concert célébrant l'indépendance du Zimbabwe. Oui, oui. Vous connaissez cette histoire, enfin c'est très puissant. Alors, je sais qu'il l'a fait, mais je connais pas l'histoire derrière. Donc, si vous voulez nous éclairer, Oui, nous sommes oui. tout Alors, oui. je crois que c'est donc en 1979 ou 1980. En fait, le Zimbabwe est devenu indépendant et avant cela, il faisait partie de l'empire colonial britannique et ça s'appelait la Rhodésie. Et donc, il y a eu une guerre d'indépendance, une lutte armée pour l'indépendance. Et finalement, c'est les futurs habitants du Zimbabwe qui ont gagné cette guerre contre la Grande-Bretagne. Donc, il y a eu indépendance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette opposition, pendant ce conflit armé entre les rebelles de la Rhodésie et la Grande-Bretagne, est sorti l'album Survival de Bob Marley et des Wailers. L'album Survival, c'est l'album où il y a beaucoup de drapeaux africains et qui sont surmontés d'un... Les gens ne font pas attention généralement, mais sur cet album, si vous regardez l'image, vous verrez que vers le haut du disque, il y a un schéma et c'est vraiment la reprise d'un schéma d'un bateau négrier. Et donc, vous avez cette bande noire là où on voit des corps. En fait, c'est le schéma typique d'un bateau négrier. Et donc, l'idée de cette image, c'est de justement revenir à des principes panafricanistes, c'est-à-dire que ces drapeaux africains, tels qu'ils sont illustrés sur l'album Survival, ont en commun cette histoire de l'esclavage. Rappelons-nous, pour ceux qui ont été déportés, il faut se rappeler de l'Afrique, et pour l'Afrique, il faut se rappeler de ceux qui ont été déportés. C'est ça l'imagerie. Bref, et dans cet album Survival, il y a un titre qui s'appelle Zimbabwe, et qui était une chanson de soutien à la lutte en cours menée par les Africains de la Rhodésie. Ce qui fait que, évidemment, les Africains en lutte du futur Zimbabwe ont écouté cette chanson, ont apprécié cette chanson, et en hommage, ils ont invité Bob Marley and the Wailers à se produire lors des festivités liées à l'indépendance du Zimbabwe. Et ça, je trouve que c'est un grand moment panafricaniste, parce que ce sont des Africains du continent qui ont invité un noir ou des noirs de la diaspora originaire de la Jamaïque. Et ça a été
on va dire le temps d'un concert, une sorte de réunion en fait, une sorte de réunification de ceux qui ont été dispersés dans le cadre de cette déportation. Mais l'idée est très intéressante de savoir que des Africains qui se battaient pour leur indépendance écoutaient une musique qui les encourageait, qui les soutenait et qui était originaire de la Caraïbe. Ouais, c'est un très bel exemple, je trouve. Je connaissais pas l'histoire en détail, donc je vous remercie beaucoup pour cette... Et je crois que le concert, c'était en 80, mais l'album, c'est 79, ça c'est sûr. Après, il faut juste vérifier la date. Mais quand ils ont gagné, ils ont invité des personnes qui les avaient soutenus. C'est un bel exemple de fraternité, d'interconnexion que je pense tout le monde appréciera. Et pour finir, je voulais savoir, est-ce que vous avez un message à adresser, alors d'abord aux auditeurs afrodescendants de Portrait d'Ébène, et après ensuite, je sais qu'on a aussi des auditeurs qui sont en Afrique, un message aussi pour eux. Ben, je pense que pour les auditeurs et les auditrices, je les encouragerai. Et les auditrices, je m'excuse. Non, je vous en prie. Je vais les encourager à continuer à vous écouter. Et, Merci. Et à se poser des questions, tout simplement. Se poser des questions. Parce que pour moi, tout, avant l'action, il y a la réflexion. Il faut se poser des questions. Il faut oser poser des questions. Ce qui ne va pas, ne va pas. Il faut se demander pourquoi ça ne va pas. Et ne pas être passif, ne pas accepter les récits qui vous caractérisent toujours de la même façon et de la mauvaise façon. Non, se poser des questions, savoir ce qui se passe, et à partir de là, chacun choisira sa voie. Et pour les personnes du continent, je sais pas, se rappeler peut-être qu'il y a une conversation qui sera nécessairement difficile, mais il y a une conversation à avoir avec les Africains et les Africaines qui ne sont pas du continent. Il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens de, peut-être pas de se retrouver, je ne sais pas si le fait de se retrouver est possible, mais de se connecter, de se comprendre, de s'écouter, de s'accepter. C'est important. Et puis, moi, je fais partie de la première catégorie, afro-descendant vivant en France. Et juste parce que ce que vous avez dit a beaucoup résonné en moi, dans la mesure où j'ai été biberonné à l'école de la République. Donc, vous savez, par rapport à ça, on a eu un rapport déjà à l'école, donc par rapport à l'État, qui est négatif par rapport à l'Afrique. Quand on voit son pays qui est avec une carte en rouge et on vous dit indice de développement humain le pire du monde, et puis après on vous parle de la colonisation, on vous parle de l'esclavagisme, on vous parle pas de toutes les histoires de résistants, de héros, d'héroïnes qui ont résisté, de toutes les civilisations qu'il y a eu. Donc quand on reste dans ce carcan, on peut être amené à rejeter son africanité. Et donc après, c'est quant à la recherche de la connaissance, là je passe plus pour moi, la recherche de la connaissance. Ah tiens, on parle de l'Empire du Mali. Ah, mais attendez, je découvre qu'il y a eu la reine Zinga, il y a Santewa, Myriam Makeba, Tombouctou, le royaume Congo, et petit à petit, de fil en aiguille, on découvre plein de choses, plein de personnes intéressantes et captivantes qui ont marqué l'histoire. Et je parle même pas de tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, j'ai été, par exemple, Harriet Tubman, Sojourner Truth, des femmes incroyables. Donc, pour aller dans votre sens, oui, effectivement, aller vers la connaissance, comme disait cher Anta Diop, armez-vous de connaissances pour connaître l'histoire, et ça permet aussi de s'accepter et de rester solide dans ses appuis, surtout en France, quand on peut être un peu malmené au quotidien. Ouais, mais de toute façon, chez vous, vous avez rien, vous avez des maisons en toit de chaume, et ça permet un peu de répondre avec le savoir et aussi d'éduquer les autres. Exactement, et ça permet la dignité, et ça permet peut-être une meilleure estime de soi, et ça permet aussi de se souvenir, tout simplement, que les Africains et les Africaines sont des êtres humains comme les autres. Le racisme, c'est l'effacement et c'est de la déshumanisation. L'Afrique est un continent peuplé d'êtres humains comme tous les autres continents. Il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur. Le racisme, pour moi, c'est cette déchéance de l'humanité. Et quand je parle de déchéance de l'humanité, c'est-à-dire ce refus d'accepter la complexité chez chaque être humain. Parce que parfois, moi, ce qui peut me gêner, c'est que justement dans cette tentative de recouvrer de la valeur, en fait, tellement on est malmené, comme vous avez dit, c'est de se dire, oui, il y a eu des empires, il y a eu des rois, il y a eu de la richesse. Oui, il y en a eu. Il y a eu aussi de l'exploitation, il y a eu aussi de la domination, il y a eu aussi de l'injustice, il y a eu aussi, tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et tout ce qu'on veut, c'est retrouver cette humanité, mais complexe, la complexité. L'Afrique n'est absolument pas le lieu de l'infériorité. Il y a eu des belles choses, des grandes choses, des mauvaises choses, des choses qui nous ont coûté, mais tout comme ça s'est produit dans d'autres endroits du monde. Donc, une fois qu'on a passé le stade d'avoir retrouvé tous les empires, tous les royaumes et toutes les grandes personnes, on peut aussi s'occuper des petites gens,
des gens qui ont mené des existences et qui, à leur échelle, se sont contentés de vivre, parfois de résister comme il ou elle le pouvait. Et voilà, et toutes ces histoires, elles comptent. Bon, je fais une petite digression en parlant des discussions que j'ai avec mes amis. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un ami sénégalais qui connaissait pas plus ça que sa famille au Sénégal. Et je lui disais que je suis sûr que si tu remontes et que tu parles peut-être ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère ou peut-être au-dessus, tu vas découvrir que dans ta famille, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, qui ont fait de grandes choses. Et justement, tu t'inscris dans cette histoire. Exactement, exactement. On n'est pas rien. Exactement. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui me parle beaucoup. En tout cas, une fois de plus, je tiens vraiment à vous remercier pour votre temps, pour votre disponibilité, pour l'échange qu'on a eu, qui est qualité, qui moi, à titre personnel, m'a aussi éclairé sur certaines choses. Et je pense qu'il éclairera aussi les auditeurs de Portrait d'Ébène. Mais je vous en prie. Ce que nous rappelle cet échange avec Maboula Soumaoro, c'est que l'histoire ne s'arrête pas au manuel. Elle continue de se vivre dans nos corps, dans nos expériences et dans nos cultures. La diaspora, ce n'est pas seulement une dispersion, c'est aussi une multitude de façons de se penser, de se relier et parfois de résister. Le racisme, lui, n'est pas qu'une question individuelle. Il s'ancre dans des systèmes, des structures qui hiérarchisent et produisent des inégalités. Et face à cela, il existe une arme douce mais puissante, la culture, qui permet de se dire, de s'affirmer et de transformer la réalité. Alors je vous laisse avec cette question. Quel savoir, quelle musique, quelle création choisissez-vous pour transmettre et nourrir cette résistance collective ? Merci à vous d'avoir écouté cet échange. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours afin de savoir si ce format vous plaît ou si vous préférez que nous restons sur le format classique. D'ailleurs, si vous avez des invités en tête, n'hésitez pas aussi à me les faire savoir. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à le partager. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.